Bienvenue dans ce billet talk de ce mois de juin. Pour ce mois, le thème de ce billet talk, ça sera business analyse et analyse de la rentabilité. Alors ce soir, j'aurai la lourde charge de monitorer ce billet talk et également la joie de pouvoir recevoir notre invité que je vais présenter tout à l'heure et ainsi que vous également. Alors, qu'en est-il de ce thème de ce mois de juin? Business analyst, comme je le disais tantôt, et analyse de la rentabilité. Alors, l'analyse financière fait partie des nombreuses techniques que les business analysts utilisent dans le cadre de l'exercice de leur métier. L'analyse de la rentabilité fait partie notamment des points clés sur lesquels se penche le business analyst lors de cette analyse. Dans le BABOK, donc le Business Analyst Book of Knowledge, il est mentionné plusieurs types d'analyse de la rentabilité, dont l'analyse coût-bénéfice ou encore le ROI, donc le retour sur investissement, et bien d'autres que sûrement notre invité passera en revue. Alors, qui est notre invité de ce jour? Business analyst senior et également chef de projet depuis une quinzaine d'années. Elle accompagne ses différents clients par le biais du conseil et de la formation sur des problématiques telles que l'analyse et le cadrage des besoins métiers, l'identification, l'optimisation et l'implémentation de solutions à forte valeur ajoutée, ainsi que la gestion des parties prenantes et des risques au sein d'un contexte projet. Certifié Certified Business Analyst Professional, donc CBAP depuis 2017, notre invité du jour a pu monter en compétence sur le Babok version 3 et ainsi gagner en expertise sur les dernières techniques et méthodologies utiles pour assurer un rôle de business analyst dans divers contextes. Pour rappel, le Babok est à ce jour le livre référentiel du business analyst le plus reconnu à l'échelle internationale. C'est aussi un outil enthousiasmant qui accompagne efficacement une carrière de business analyst. Alors, assurer son rôle de business analyst en promouvant l'implication des parties prenantes et une communication efficace est, selon notre invité, un véritable facteur de succès. Alors, sur ces mots, je vous prie de recevoir dans notre billet talk de ce mois de juin, Madame Yolène Haïssi, à qui je vais laisser la parole et également l'écran pour qu'elle puisse nous enrichir durant je dirais, ces 50 minutes de sa riche expérience. Alors, Yolène, je te laisse le partage. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, bonsoir à tous. Comme il vous a été dit, nous allons passer un petit moment ensemble autour du rôle du business analyst dans une analyse de rentabilité. Déjà, moi, ça m'intéresse un peu de savoir quelle est votre expérience sur la question. Si vous avez envie de partager quelque chose, si vous avez des choses à dire déjà avant qu'on démarre sur l'analyse de rentabilité, c'est quoi pour vous l'analyse de rentabilité? Alors, la Et parole est donnée. Donc, pour ceux qui veulent bien intervenir, vous pourrez activer votre micro et prendre la parole. Ou à défaut, vous levez la main pour que je puisse le faire à votre place. par écrit, je ne sais pas si quelqu'un a partagé quelque chose par écrit. Je regarde dans le chat. Non, je pense pas. C'est plutôt une Bon, assistance technique. on va avancer. D'accord. Donc, l'analyse de rentabilité, on aura l'occasion de... Je vous propose d'abord de commencer par pourquoi est-ce qu'on en fait sur les projets? Avant de définir, de voir ensemble une définition pertinente,
pourquoi est-ce que sur des projets, il y a besoin d'analyse de rentabilité et il y a besoin que des business analysts s'impliquent et accompagnent sur ces questions. Alors, de ce que j'ai pu voir ces 15 dernières années, il y a effectivement besoin des fois que des chefs de projet puissent élaborer un business case ou une analyse de rentabilité sur des projets. Et à cet effet, ils ont besoin d'être soutenus et accompagnés par des business analysts pour les aider à justifier l'acquisition, l'implémentation d'une solution. Est-ce que la solution qui est proposée va être rentable? Dans quelle mesure la solution proposée a une certaine rentabilité, a un potentiel de rentabilité? Et quand il y a plusieurs solutions qui sont proposées, évaluer la rentabilité de chaque solution permet de les benchmarker pour savoir quelle est la solution la plus rentable. Et tout ceci a vocation à aider justement les décideurs à faire leur choix. Donc, c'est un peu considéré comme un outil d'aide à la décision par excellence. Et j'ai pu remarquer aussi que les entreprises qui ont l'habitude de cet exercice, ce genre d'exercice collectif ou individuel que sont, qu'est l'analyse de rentabilité, on cultive ainsi l'habitude de détecter, de repérer quelles sont les solutions, les projets qui sont à forte valeur ajoutée au sein des contextes dans lesquels ils sont, face aux challenges qu'ils ont l'habitude de rencontrer. Donc voilà un peu en gros, un peu en guise, c'est une introduction un peu différente de peut-être celle dont vous avez l'habitude, parce que très souvent, on a l'habitude de commencer par définir l'analyse de rentabilité, mais moi, je voulais d'abord qu'on se dise, tiens, pourquoi est-ce qu'on en fait? Et au fait, qu'est-ce que c'est donc une analyse de rentabilité? Donc, une analyse de rentabilité, selon les contextes, ça peut prendre différents noms, business case, étude d'opportunité ou autre. C'est un livrable, c'est une démarche qui va consister à préciser, voilà, quel est le projet déjà quel est le projet en cours, ou qui veut se lancer? Quelle est la solution qui s'envisage à travers ce projet? Quels sont les investissements requis pour mener à bien ce projet? Quels sont les coûts que ça va demander, coûts humains, coûts financiers et autres? Qu'est-ce que le projet est censé apporter? Quels sont les avantages, la valeur attendue pour ce projet? Et donc, quand il y a tous ces éléments au niveau de l'analyse, au niveau d'une analyse de rentabilité, on peut ensuite faire une forme de chassé-croisé entre les coûts et les bénéfices pour voir si le projet ou la solution, notamment la solution qui va être mise en place, est bel et bien rentable. D'un point de vue numérique, on aura l'occasion de voir quelques détails à cet effet, et aussi d'un point de vue qualitatif. Donc, l'analyse de rentabilité a vraiment vocation à être quelque chose, une proposition structurée qui va vous permettre de dire, de justifier l'existence d'une solution sur la base, voilà, des coûts, des gains et aussi des risques aussi qui sont inhérents au contexte. Alors, pour avoir un peu, là, pendant ces 50 prochaines minutes, un peu moins maintenant, on va voir un peu les ingrédients qui vont permettre d'avoir une analyse de rentabilité le plus exhaustive, à la fois synthétique mais exhaustif. Exhaustif et synthétique, pourquoi? Parce que très souvent sur les projets, beaucoup de sponsors n'ont pas, ils ont un budget pour implémenter leur projet. Je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais de ce que je peux voir ici pendant ma carrière à Paris, beaucoup de sponsors, ils n'avaient pas toujours les sous enfin, ils avaient des sous pour implémenter les solutions, mais lorsqu'on leur parlait de la possibilité de faire une étude pour analyser la rentabilité ou pas de la solution, de percevoir ça comme un investissement, très souvent, ils n'étaient pas prêts à rajouter de l'argent. Donc, l'intérêt de l'analyse de rentabilité, c'est vraiment que ce soit quelque chose qui soit fait de façon structurée et synthétique, mais en ayant tous les éléments pour pouvoir démontrer si une solution va être rentable pour le client ou pas. Donc, on va voir ensemble, voilà. Donc, très souvent, qu'est-ce qu'il faut que vous ayez dans votre analyse de rentabilité? C'est cette solution. On la met en place pour quel projet? Dans quel contexte? Quels sont les bénéfices attendus? Quelles sont les contraintes qu'on recense? Coûts, délais, hypothèses, risques. Voilà, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un ou plusieurs scénarios de solution? Et à la fin, qu'est-ce qu'on recommande au vu de l'analyse au vu de ce que
de ce qu'on a perçu des résultats de l'analyse de rentabilité. Alors, donc, pour conclure pour cette introduction, ce qu'on peut déjà retenir sur l'analyse de rentabilité, c'est voilà, une description du projet, de l'organisation, des coûts et bénéfices et de la solution envisagée. On l'a fait à chaque fois qu'on souhaite évaluer si une solution ou une idée, une proposition est une bonne opportunité pour une organisation. Donc, ça peut se faire en début de projet, en cours de projet, de programme, ou en tout cas, l'essentiel, c'est de savoir que voilà, quand la question se pose de savoir si on part sur une solution ou pas, on peut dérouler une analyse de rentabilité pour savoir si la solution va être bel et bien rentable. Qui fait une analyse de rentabilité? Les billets sont souvent très bien placés pour savoir si, pour mener une analyse de rentabilité sur une solution ou toute autre personne de l'équipe projet. Comment ça se fait? En menant des interviews avec les différents sachants pour glaner toutes les informations nécessaires à l'analyse de rentabilité. Dans quel but? Comme on a pu le voir en début, pour justifier la valeur d'une solution, permettre de valider aussi son implémentation, parce que si à l'issue d'une analyse de rentabilité, on se rend compte que la solution est bel et bien rentable pour le client, le sponsor, très souvent, il est plus enclin à valider le choix de cette solution qu'autre chose. Alors, donc déjà, je vais déjà, à partir de là, vous partager un peu quelques modèles qu'il peut y avoir sur le marché. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'est plus une checklist qu'un modèle. Vous voyez que là, on recommande, voilà, préciser le besoin, préciser l'existant, analyser la situation existante, la cible, l'état désiré, en fait. Qu'est-ce qu'on cherche? Quelles sont les différentes propositions de solutions ou les différentes options de solutions? Et pour chaque option de solution, on va calculer soit le ROI, soit faire une analyse coût-bénéfice. Et à l'issue de ça, faire une recommandation. Se dit, voilà, on recommande plutôt l'option 2 parce qu'elle est plus rentable, plutôt l'option 3 parce que à terme, c'est finalement plus rentable ou autre. Il y a un autre type de template aussi que je voulais vous partager. Alors, plutôt un document. Non, plutôt ça. Un autre type de template d'analyse de rentabilité que je voulais vous partager. Euh, donc, on peut voir là, on revient assez souvent sur la description du besoin. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le client recherche? Quelle est la problématique qu'il rencontre? On analyse la situation, la cible, objectif, avantage attendu du projet, quelles hypothèses, quelles contraintes, le ROI, le ROI attendu, quels sont les risques, puis pour chaque solution, pour chaque proposition de solution, quel est un peu son degré de rentabilité, généralement qui se perçoit avec le ROI. On va voir aussi d'autres facteurs que le ROI. Et à l'issue de ça, la recommandation. Qu'est-ce qu'on recommande? Donc voilà pour les templates. Je vais du coup continuer. Donc, de ce que j'ai compris, pendant vos billets talk, il y a la possibilité de m'arrêter si vous avez des questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Alors, Ok, j'aurais une question, Stéphane. oui, Stéphane, je t'écoute. Ok, bonsoir et puis merci pour votre disponibilité. Alors, moi, ma question, c'est au niveau du délai d'exécution de l'analyse de rentabilité en fonction de l'envergure du projet. Est-ce que pour un projet qui tourne dans une plage de 6 à 1 an, on peut connaître à peu près quel est le délai qu'il faut mettre, par exemple, sur une analyse de rentabilité? Bah, merci pour ta question qui anticipe un petit peu mon prochain slide.
Alors, l'analyse de rentabilité est adaptée selon l'envergure du projet. Effectivement, si par exemple tu as un projet de 6 mois, ça ne sert à rien de faire une analyse de rentabilité pendant un mois. Et comme j'ai précisé un petit peu au début, très souvent, les sponsors n'ont pas, quand ils prévoient le budget pour mettre en place un projet, la partie études et autres, très souvent, ils zappent un peu ça, en fait. C'est souvent des éléments qui sont proposés par le business analyst ou le chef de projet pour justement étayer la partie études, cadrage et autres, ou études de faisabilité d'un projet. Donc, typiquement, pour un projet qui dure sur 6 mois, 1 an, 6 mois, 1 an, il est raisonnable de faire l'analyse de rentabilité pendant la phase de cadrage, en fait. Ça représente, par exemple, je dirais 20% de la phase de cadrage. Donc, si la phase de cadrage, il est prévu que la phase de cadrage s'étale sur 15 jours ou 3 semaines, ça doit être fait en parallèle, 20%, ça doit représenter 20% un peu de cette période-là, selon moi, pour donner un chiffre un peu plus précis. Ok, parfait. Dans le même sens, en même temps, j'ai une question aussi qui s'en vient. En fonction du projet, hein, soit si on est en agilité ou en traditionnel, est-ce que, bon, en traditionnel, on parlera plutôt d'études de faisabilité, est-ce que sur cette analyse de rentabilité n'est pas encore finie, on peut démarrer notre projet? Alors, si l'analyse de faisabilité n'est pas... Après, c'est pas nous, en tant que business analyst, qui sont les décideurs, hein, pour la question de démarrage ou pas démarrage, en fait. On est là pour accompagner le client et on lui propose différents outils pour l'aider dans sa réflexion, dans ses choix, dans ses décisions finales. On peut lui soumettre ça, après c'est au business analyst de soumettre au sponsor, au chef de projet, il lui dit voilà, je suis en train de regarder si la solution est rentable. Je vais pas finaliser mon étude. Est-ce qu'on lance quand même le projet ou pas, en fait? C'est au chef de projet de prendre ses décisions avec le sponsor en mesurant un peu le risque qu'il peut y avoir derrière. Il peut se dire non, bon, de toute façon, on est obligé de mettre en place cette solution. Donc, l'analyse de rentabilité ici n'est pas obligatoire. Mais continue quand même, parce que ça permettra toujours, à titre d'information, ça permettra toujours d'être informé sur le degré de rentabilité ou sur la payback période qu'on verra ensemble, c'est-à-dire la période à partir de laquelle la solution commence à être rentable. Mais de toutes les façons, on n'a pas le choix, on doit mettre en place la solution. Donc, tu peux être dans un scénario comme ça, dans un cas comme ça. Ok, merci. Très belle réponse, hein. Voilà. Parce que c'est pour éviter les histoires d'éléphants blancs et tout ça. Merci pour la réponse. Mais de rien. Alors, je vais continuer du coup avec les caractéristiques quelles sont les caractéristiques d'une analyse de rentabilité? Donc, selon moi, adaptable. Ça rejoint ce que tu disais, ton point, ta première question, Stéphane. C'est important que l'analyse de rentabilité soit taillée en fonction de l'ampleur du projet, de l'ampleur de la solution. Ça sert à rien de faire une analyse de rentabilité sur 4 mois sur un projet qui dure 5 mois. De toute façon, aucun sponsor n'acceptera ça, aucun chef de projet n'acceptera ça. Donc, pertinente, donc en lien avec les enjeux économiques du projet, du contexte du client aussi. Donc, c'est en fonction de ce que vous percevez des enjeux économiques du projet que vous allez percevoir aussi quels sont les bénéfices attendus de la solution. Donc, complète avec tous les éléments clés nécessaires pour pouvoir évaluer la rentabilité d'une solution ou de plusieurs solutions. Compréhensible, donc mesurable. Donc, on privilégie pour une analyse de rentabilité d'avoir le plus de chiffres possible, d'avoir des facteurs quantitatifs, de privilégier les facteurs quantitatifs aux facteurs qualitatifs. Et quand bien même on dit, voilà, la rentabilité d'une solution, ça va s'évaluer par rapport à la satisfaction du client, essayez de trouver un critère, un indicateur quantitatif qui va vous permettre de mesurer la satisfaction du client. Ça peut être par rapport au nombre, la satisfaction du client qui croit peut être mesurable au nombre de commandes clients qui croient, par exemple. Donc ensuite, elle doit être transparente aussi. Donc, c'est-à-dire, voilà, une justification directe des éléments clés, en fait. Les éléments clés qui sont généralement le besoin, la cible et aussi voilà, les bénéfices attendus, les coûts envisagés. Alors, petit quiz.
Je vais vous présenter 4 situations. Selon vous, dans quel cas est-ce que l'analyse de rentabilité est nécessaire? Donc, premier cas, donc on a un projet qui va se lancer. Donc, il y a une réflexion qui se fait sur la proposition d'un nouveau service client. Donc, le sponsor se pose la question de savoir s'il propose un nouveau service client ou pas. Deuxième cas, on a un projet de transformation réglementaire qui arrive au sein d'un service comptable. Il y a des nouvelles normes et tout. Il faut faire évoluer le système d'information pour respecter cette norme. Et si on ne respecte pas ces normes, pénalité pour la boîte. Troisième cas, évolution d'un produit client existant. Par exemple, le site de la Fnac, qui est un site d'achat, de vente en ligne, qui est un peu un produit client, on décide de le faire évoluer. Enfin, il y a une décision de le faire évoluer. Et quatrième cas, entre différentes filiales d'une entreprise, décide d'uniformiser la solution de gestion de paye. Il y a eu des rachats récemment dans l'entreprise. On veut uniformiser pour chaque filiale. Toutes les filiales doivent avoir le même outil pour gérer la paye des employés en l'occurrence. Selon vous, dans quel cas est-ce que vous pouvez proposer une analyse de rentabilité à votre client pour l'accompagner? Alors, chers participants, n'hésitez Ben, pas ben, ben, moi, de ce que j'ai entendu d'une analyse de rentabilité, hein, je dirais sur tous les projets, hein. Tous les projets? Alors, dans le premier cas, quand un client quand vous avez votre sponsor qui se pose la question de savoir s'il met en place un nouveau service client ou pas, l'analyse de rentabilité est très utile parce que justement, vous allez pouvoir lui démontrer si c'est rentable ou pas, en fait. Le projet de transformation réglementaire, de toutes les façons, là, l'analyse de rentabilité sera, enfin, je dis, ce sera vraiment pour information parce que de toutes les façons, le projet doit se faire. Donc, il n'y a pas le choix, en fait. Ils doivent faire évoluer leur solution pour pouvoir respecter la nouvelle réglementation. Donc, Ah l'analyse de oui, rentabilité sera pas très utile. ouais, je vois, c'est un peu comme obligatoire, là. Ouais. Exactement. OK, Exactement. parfait. Sauf si il y a sauf si vraiment le contexte vous dit, voilà, on hésite entre plusieurs solutions, mais de toutes les façons, ici, c'est pas une réflexion. Le projet doit se faire. Donc, évolution d'un produit client existant, généralement, il n'y a pas besoin d'analyse. Enfin, là, le client sait un petit peu ce dont il a besoin. Enfin, il sait que la décision est prise que le projet va se faire. Donc, il ne se pose pas la question de savoir si ça va être rentable ou pas, ici. S'il y a besoin d'une analyse de rentabilité, ce sera pour peut-être éventuellement dire, choisir entre solution option A ou option B, en fait. Mais ici, voilà. Ce n'est pas obligatoire. Donc, pareil pour l'uniformisation entre la filiale, entre les différentes filiales. On sait que voilà, ils doivent avoir tous le même outil. Maintenant, on peut proposer une analyse de rentabilité pour choisir entre différents outils. Si par exemple, c'est une filiale A utilise un certain outil ou une filiale B utilise un certain outil, si on sent que le client n'est pas encore situé sur le choix des outils de paye, on peut lui proposer une analyse de rentabilité. Mais de toutes les façons, en amont, la décision a déjà été prise que voilà, il doit y avoir un projet d'uniformisation des solutions. Si c'est clair pour tout le monde, je vais continuer. Alors, les ingrédients d'une bonne analyse de rentabilité. Donc, pour rappel, l'existant, la cible, les risques et la partie solution, où on rentre dans le cœur du sujet. Alors, je pense que comme vous êtes des business analysts, je pense pour tout ce qui est existant, cible, j'imagine que vous êtes assez familier avec les termes. Comment est-ce qu'on présente l'existant d'une situation, d'un besoin? Généralement, on part des informations qu'on a récoltées sur le projet. L'enjeu, c'est de faire quoi? C'est de décrire un peu le besoin qu'on a identifié
les parties prenantes concernées, les fonctions, processus, outils impactés et tout. On peut se servir, on peut s'appuyer sur différents outils qui existent parmi les méthodos de business analysis comme le SWOT, la modélisation d'organisation, les techniques de gestion de parties prenantes, les techniques d'analyse comme le diagnostic. Et en output, on obtient voilà, la description du besoin, de la structure impactée, du périmètre du projet et aussi des limites, en fait, des insuffisances de l'existant. Parce que c'est ça l'intérêt de présenter l'existant, c'est de dire, voilà, voilà ce qui se passe aujourd'hui et en quoi est-ce que c'est limitant. Aujourd'hui, on fonctionne de telle façon. Typiquement, l'exemple que je voulais proposer là, c'est pour décrire un existant, c'est une entreprise qui décide de mettre en place, d'automatiser la gestion des congés d'ici 2 ans, par exemple. Donc, le besoin, l'opportunité, c'est ça, cela, mettre en place, voilà, automatiser ce processus qui jusqu'à présent était peut-être géré par un site. Maintenant, ça doit passer, et c'était un peu lent avec des risques d'erreur et tout, et ça devait passer chez plusieurs, chez les RH, chez les managers et autres. Mais là, il décide de proposer ça, sous forme d'application mobile pour, faciliter, pour fluidifier ce processus. Donc, il faut décrire vraiment l'existant, dire voilà, quelles sont les parties, les structures impactées, quelle est la véritable version du besoin, en fait. Enfin, quelles sont les fonctions qui sont impactées, voilà. C'est tout ce qui est gestion de congés, demande de congés, modification de congés, validation aussi auprès des managers, des ressources humaines, aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne? Via quels outils? Est-ce qu'il y a des règlements particuliers qui impactent ça et tout? Et voilà, quel est, au niveau le nerf de la guerre quand on présente l'existant, c'est de dire en quoi l'existant est limité, est limitant. Voilà, le processus actuellement, il est long, il est peu souple et tout. Voilà. Par exemple, c'est un peu ce qu'on peut avoir dans une gestion de congé. Donc après, voilà. Quels sont les facteurs extérieurs qui influencent ce processus? Voilà, le droit du travail, peut-être la convention collective. Enfin bref, c'est un exemple. Alors, donc, j'avais parlé tout à l'heure de modélisation d'organisation, donc pas hésiter quand on présente l'existant de modéliser un peu l'organisation. Comment est-ce que le client est organisé? Comment est-ce que il est structuré? Quels sont les différents services? Les différentes équipes? Qui fait quoi? Donc ça, par exemple, c'est une façon de modéliser une organisation. Un restaurant, par exemple. On répertorie quels sont les partenaires, les activités clés, les ressources clés. C'est une technique que vous verrez facilement dans le BABOK, hein. C'est Business Model Canva. Un peu réaliser le modèle économique d'une direction, d'un service, d'une équipe, en fait. De quoi l'équipe a besoin, comment est-ce qu'elle fonctionne, quels sont les clients de l'équipe, quels sont les processus de l'équipe, ce que l'équipe réalise comme travail, à qui est-ce que ça sert. C'est ça qu'on appelle le client de l'équipe. Donc on peut aussi représenter son existant à partir d'une analyse SWOT. En fait. On fait l'analyse SWOT du client, on répertorie ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses menaces. On répertorie aussi toutes les parties prenantes concernées par le projet. Celles qui sont en lien avec la livraison de la solution, celles qui sont externes complètement à l'organisation. Donc, c'est l'occasion de repérer s'il va y avoir besoin d'un éditeur de logiciel qui est complètement extérieur à la boîte. Est-ce que ce projet est dépendant d'éléments, de parties prenantes complètement extérieures à la boîte, comme des régulateurs, par exemple? Donc voilà, toutes ces techniques qui sont dans le BABOK qui permettent voilà, de faire une description de l'existant. Donc on a décrit l'existant, on passe à la cible. Sur la base de l'existant, on sait ce qu'il y a de limitant au niveau de l'existant et autres. Qu'est-ce que le client veut en fait? Quelle est sa vision, son objectif, la valeur qu'il attend? Les parties prenantes qui sont concernées, qu'est-ce qu'elles attendent en fait? Qu'est-ce qu'elles attendent? Quelles sont les contraintes qu'elles ont? Donc, pareil aussi, le BABA propose pas mal de techniques aussi pour identifier, décrire la cible qui permettent voilà, des différentes manières de décrire la cible. Ça peut être de cartographier les exigences,
de décrire la valeur qui est recherchée, de décrire un peu peut-être le processus cible ou le contexte cible, ou même de décrire les objectifs en s'assurant que voilà, ils sont smart, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. C'est très souvent, on peut avoir des clients qui nous disent, oui, on veut mettre en place une application pour permettre de gérer les congés payés. OK, oui, mais ça permet à qui typiquement de gérer des congés payés? Ça, c'est le côté spécifique. C'est à mettre en place pour quand exactement? Donc ça, c'est des éléments qui peuvent nous permettre de challenger un peu les objectifs, pour pousser le client à les préciser. Donc il y a aussi l'analyse d'écart dont je parlais. Donc ça dit préciser l'existant, l'état futur, répertorier quels sont les écarts entre l'existant et l'état futur, parce que c'est ce sur quoi on va travailler. Ce sont les causes du changement attendu, les leviers aussi qui sont attendus. Donc là, typiquement, sur un processus de livraison, 65% de clients sont considérés comme satisfaits, 80%, la cible, 80% de clients satisfaits sous un an, oui, l'objectif SMART, et voilà comment y aller. Donc, repérer un peu la cause, en fait, la cause d'insatisfaction, enfin, les 35% qui ne sont pas satisfaits. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas satisfaits à ce jour? Les 15% qu'on a envie de gagner, en fait. Se focaliser sur eux. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas satisfaits à ce jour? Regarder en interne qu'est-ce qui pose problème. Et puis, voilà, typiquement en interne, la cause, c'était voilà, l'équipe logistique qui est en surcharge, pour cet exemple-ci, et le levier d'action, renforcer l'équipe logistique. Donc après, il y a aussi voilà, le BPMN qui peut permettre de modéliser, si vous choisissez de décrire votre cible par une modélisation de processus, donc il y a tout ce que le BPMN propose. La gestion de risque. Pourquoi je fais un focus sur ça? Parce que les risques, moi je considère que les risques, c'est ce qui menace la cible en fait. Et donc, mieux on les gère, plus on sécurise la cible. Donc, qu'est-ce qui permet d'identifier les risques? C'est toutes les informations qui sont incertaines, pas confirmées ou peu connues. Parce que des fois, il peut nous arriver avec l'expérience sur un projet de savoir que il y a un périmètre d'information qu'on connaît, il y a un périmètre d'information qu'on sait qu'on ne connaît pas, et il y a un périmètre d'information qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Bon, c'est pas pour vous embrouiller, hein. Je sais que c'est la fin de la journée, mais toujours est-il que l'expérience a prouvé que c'était des sources de risques, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important, voilà, de repérer tout ce qui est hypothèse, contrainte, dépendance aussi, qui peut vous permettre, voilà, de voir dans quelle mesure il y a un risque potentiel. Alors, très souvent, bon, voilà, un risque considéré comme étant un événement incertain pouvant arriver pendant le projet ayant un impact négatif, comme tout ce qui peut être cause de retard, de dépassement, de mauvaise estimation budgétaire ou des exigences non identifiées. Ça, c'est dans la catégorie des informations qu'on ne connaît pas souvent, en fait. Donc, dans la gestion de risque, pour l'optimiser, j'imagine qu'avec vos expériences, vous en avez, enfin, que vous avez un peu d'expérience avec au moins avec les billets talk de ce qu'est une gestion de risque. Donc, l'enjeu, c'est voilà, les identifier, analyser et surtout les suivre, en fait. La gestion de risque, c'est même pas tant un livrable, c'est même pas tant une étape, mais c'est surtout un état d'esprit, en fait. D'être toujours alerte sur les informations qui peuvent représenter un potentiel risque. Et donc, c'est pour ça que je dis ici que c'est un processus systématique à initier dès le démarrage du projet, dès le démarrage de l'étude et justement après et jusqu'à la fin, en fait. Donc, il est possible de se baser sur tout ce qui est SWOT analysis. À partir des faiblesses, on peut répertorier les risques. Ce qu'on appelle les retours d'expérience aussi, parce que les problèmes des derniers projets peuvent représenter des risques pour les futurs projets. Des études de marché aussi, bon, quand vous commencez à travailler, à investiguer sur une solution, voir si une solution, un logiciel, un progiciel peut représenter, peut potentiellement représenter quelque chose de rentable pour un client.
Les études de marché aussi peuvent vous dire quelles sont les faiblesses, les limites de ce logiciel, en fait, et les risques que, du coup, que ça va représenter par rapport au client. Et sans oublier, voilà, les différentes réunions, entretiens, réunions de travail aussi pour vous permettre de glaner les informations. Souvent, on parle de registre de risque, de matrice de risque. Bon, souvent sur des projets, beaucoup de gens ne le font pas, mais c'est pas moins utile. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir très souvent, on gère les risques un peu dans nos têtes. On se met ça dans la tête, on en parle en réunion et tout. Moi, je sais pas comment ça se passe pour vous. Et après, bon, on en parle là en réunion et après, paf, on oublie et tout. Moi, je trouve que pour un billet rigoureux, il a intérêt à avoir sa petite liste avec des éléments comme ça, en disant, en répertoriant les risques qu'il a recensés. Comment est-ce qu'il répond à ces risques? Qu'est-ce qu'il fait? Stratégie de réponse. Là, typiquement, ça peut être, voilà, j'ai un risque au niveau des personnes parce qu'il y a un sachant qui maîtrise bien les processus métiers qui va partir à retraite d'ici 3 mois. Donc, c'est un risque de perte d'information. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a déjà, dans quelle mesure c'est impactant déjà? Quelle est la probabilité pour que ça arrive? C'est certain parce que dans 3 mois, il est plus là. Il y a de très peu de chances qu'il soit prorogé, par exemple. De toute façon, il a hâte de partir à la retraite. Dans quelle mesure c'est impactant? Oui, c'est gravement impactant parce que, voilà, de ce que je vois, c'est le seul sachant de ce processus métier. Donc, il faut déjà communiquer autour de ces risques et proposer des réponses, en fait. Dire, voilà, il va pas me donner toutes les informations nécessaires pour maîtriser, pour comprendre l'existant, pour comprendre un peu, voilà, quelle est la valeur, oui, notamment l'existant ou la valeur attendue. Donc, oui, ça va d'une certaine façon fausser un peu. Ça va fausser un peu l'analyse de rentabilité et pourquoi pas même le projet beaucoup plus tard, en fait. Donc vraiment, c'est intéressant, c'est important de comprendre, de passer un peu de temps sur le registre des risques. Alors, donc, l'analyse de rentabilité à proprement parler. L'analyse de rentabilité d'une solution, donc, ça va passer beaucoup par l'analyse financière. Pourquoi? Parce que ça va même un petit peu au-delà de l'analyse de l'analyse financière. Donc, l'analyse financière va se mettre au service de l'analyse de rentabilité. Pourquoi? Parce que il est important que l'analyse de rentabilité soit le plus quantifiée possible, soit le plus objectif possible. Et donc, ça doit passer par des chiffres. Donc, à l'issue de l'analyse de rentabilité, il faut qu'il y ait une préconisation. Parce que n'oubliez pas, en tant que business analyst, on accompagne, on est là pour accompagner. Alors, après, les décideurs écoutent nos recommandations ou pas, peu importe, mais au moins, on leur met à disposition toutes les informations et ce qu'on leur propose. Alors, la solution, donc, si on devait se mettre d'accord sur une définition commune de la solution, ça va être justement la réponse au besoin qui a été identifié. La réponse à un besoin. Donc maintenant, il y a différents types de solutions qui consistent à mettre en œuvre partiellement ou totalement toute une application, tout un logiciel et autres, faire appel à une prestation de service, retravailler par exemple les systèmes qu'on a à disposition, par exemple, louer des services aussi, comme on le voit avec des solutions cloud, ou faire aussi un mixte de différentes approches. Une des solutions, ça peut être aussi le statu quo, c'est-à-dire ne rien faire. Donc ça, c'était vraiment pour juste introduire ce qu'on appelle par solution, avant de rentrer dans l'analyse de rentabilité. Donc on peut faire une analyse de rentabilité très basique, à savoir, on dit quels sont les coûts et on dit quels sont les bénéfices. On fait analyse coût-bénéfice. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, si on commence par l'exemple de droite, donc on est sur une évolution d'outils CRM, outils de gestion de relations clients. Donc, on peut parler on peut avec le client, et généralement c'est avec des clients qu'on fait ces études, parce qu'en tant que business analyst, on n'a pas toujours la visibilité sur tout, on n'a pas toujours toute l'information. Et donc là, ça demande de mener des petites enquêtes, des entretiens, d'avoir des ateliers de travail où on glane toutes les informations nécessaires. Donc, avec tous les entretiens et tout, on se rend compte que voilà, tiens, pour ce projet-là, il va y avoir besoin les bénéfices qui sont attendus, ils espèrent
avec un nouvel outil, en faisant évoluer leur outil de CRM, d'augmenter les commandes, de réduire aussi les coûts d'erreur et d'augmenter la satisfaction client. Donc, tant que business analyst, on décide, voilà, il faut chiffrer en fait. Il faut chiffrer le plus possible les différents éléments. L'augmentation de commandes. Donc, les commandes d'année 0, elles valent tant. À l'année 1, elles doivent valoir peut-être 150 000 euros. Si l'unité ici, c'est en milliers d'euros. Ils veulent réduire les erreurs. Sauf qu'aujourd'hui, la réduction d'erreurs, l'intérêt de la réduction d'erreurs, c'est de pouvoir aussi faire des économies de gains. Parce que les erreurs qui sont faites, ça entraîne des pertes d'argent. Donc, en réduisant les erreurs, on gagne de l'argent, on fait même des économies. Donc, c'est chiffré ici. Augmentation de la satisfaction client. Comment est-ce qu'on va chiffrer ça? Bon, on se met d'accord avec le client pour dire, voilà, par exemple, l'augmentation de la satisfaction client va être mesurée au nombre, au revenu que l'augmentation des commandes va apporter. Donc voilà, on liste là les avantages, les bénéfices attendus par une telle solution. Et ensuite, on liste voilà, les coûts. Bon, généralement, on est assez honneur sur ces parties-là. On n'a pas besoin du client, l'expertise est plutôt côté équipe projet. Les coûts d'implémentation, de support de la dite solution. Donc, on peut aussi s'arrêter là dans une dans une analyse de rentabilité. Tout dépend du contexte. Donc, si on, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui sont pas dans le domaine IT, mais il y a des business analysts hors domaine IT. Donc, si, par exemple, la solution qui est proposée, là, on est typiquement pour un exemple de solution proposée à des actuaires, de baisser un peu quelle va être la valeur de la prime d'assurance si on baisse la vitesse à 80 km sur une départementale. Donc, on voit un peu comment ça va faire évoluer quels sont les bénéfices que ça va apporter. Moins d'accidents, plus de vies sauvées, et moins il y a d'accidents, plus ça fait, moins la compagnie d'assurance va dépenser des sous, en fait, pour couvrir un peu les dégâts qui ont été faits. Donc, on précise tous les bénéfices, tous les coûts, par exemple, que cette solution va avoir. Voilà un exemple d'analyse de rentabilité basique. On peut avoir une analyse de rentabilité plus corsée. À ce moment, il y a des critères d'évaluation d'analyse de rentabilité que sont le ROI, qui sont assez souvent demandés sur les projets. Le ROI, c'est quoi? C'est pour dire, voilà, quel est le rendement d'une solution? Quel est le rendement d'un projet par rapport à ce qui a été investi? Et c'est pour ça que sa définition, ça va être 100 fois le gain sur le coût. Le gain, ça dit le bénéfice. Ça dit enfin, le gain net. Et à la période payback, que j'ai un peu mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire période nécessaire pour générer assez d'avantages pour recouvrer les coûts. C'est la période à partir de laquelle la solution commence à être rentable. Période à partir de laquelle les coûts sont complètement absorbés par rapport au chiffre d'affaires. Période à partir de laquelle les bénéfices commencent à être, enfin, on commence à avoir des bénéfices. Il y a aussi la VAN, valeur actuelle nette. Donc, les bénéfices moins les coûts d'investissement. Donc, plus la VAN est élevée, meilleur est considéré l'investissement. Et il y a le CAPEX et les OPEX. Ça, c'est très utilisé dans les contextes les contextes où il y a beaucoup d'usage de solutions cloud. Donc, le CAPEX, c'est souvent les dépenses qui sont faites au début du projet. Enfin, au début, quand on met en place une solution, c'est les achats de licences, c'est vraiment les dépenses d'investissement qu'on fait une seule fois et puis c'est tout. Et après, on n'en parle plus. Tandis que les dépenses d'exploitation, l'OPEX, ça, c'est plutôt les dépenses d'entretien, en fait, qu'on est appelé à faire chaque année pour entretenir, pour garder un peu la solution. Typiquement, ça peut être un abonnement, en fait. Si on part sur une solution cloud avec abonnement, il y a de l'OPEX. Alors, vous pouvez vous retrouver CAPEX et OPEX. Une analyse de rentabilité c'est vraiment au business analyst de voir dans le contexte dans lequel je suis,
Qu'est-ce qui va plus parler à mon sponsor? Le ROI? Est-ce que c'est plutôt la période payback? Est-ce que c'est un mélange des deux? Ou est-ce que c'est plutôt CAPEX et OPEX? Donc, vous avez vraiment le choix. Je vous livre un peu toutes celles qui reviennent le plus sur le marché. Après, c'est à vous de sentir un peu sur le contexte dans lequel vous êtes, euh, le critère ou les critères qui sont les meilleurs pour convaincre, pour accompagner vos clients. Alors, donc, l'OPEX, coût récurrent, dépenses d'exploitation, coûts d'entretien, de maintenance, abonnement, location, même de support aussi. Donc, d'un point de vue comptable, vous allez vous rendre compte que certains sponsors, ils sont peut-être plus regardants sur l'OPEX ou la CAPEX parce que après, ils ont un directeur financier qui va faire la compta et ça ne passe pas, ça ne joue pas sur leur budget de la même manière. Alors peut-être en tant que business analyst, on n'a pas d'impact sur sur cette partie, mais je vous livre quand même cette information pour votre bonne information parce que pour que vous compreniez aussi pourquoi, par exemple, certains sponsors, certains chefs de projet vont privilégier, par exemple, une solution avec un plus grand OPEX ou une solution avec une plus grande CAPEX. Donc, les dépenses OPEX, d'un point de vue comptable, elles passent une seule fois au niveau du bilan. On s'est dit, vous faites une dépense de 600 euros au début de l'année euh, et c'est comptabilisé dans l'année qui suit, en fait. C'est comptabilisé de la même année. Donc, enfin, d'un point de vue comptable, on dit que ça permet de réduire justement tout ce qui est besoin en fonds de roulement. Par exemple, ça permet d'optimiser aussi tout ce qui est gestion de trésorerie. Et voilà, c'est réduit assez facilement du résultat final, du résultat fiscal, plutôt, sans impact sur l'actif passif. CAPEX, ça va être plutôt différent vu que c'est des dépenses qui sont très souvent faites en début de projet. Donc, il y a tout ce qui est amortissement, dotation d'amortissement et autres. Et donc, l'obsolescence, par exemple, si on est sur des solutions un peu plus matérielles et autres, on peut voilà, décompter un peu une dépense CAPEX sur plusieurs années, sur la base de l'amortissement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on considère que ce sont des dépenses d'investissement, parce que ça doit créer de la valeur plutôt sur le long terme. Est-ce que c'est à peu près clair pour cette partie? Ouais, je pense que c'était bien expliqué hein, parce que CAPEX ou OPEX, vraiment dans le fond, c'est quelque chose de parfois un peu complexe dans la notion de projet. Mais là, je pense que moi, à mon niveau, personnellement, j'ai quand même appris beaucoup. Alors, on va prendre un exemple pour que ce soit encore plus clair. Donc, on est sur une solution de demande, enfin, on nous demande de faire une analyse de rentabilité. Je tiens à préciser qu'on peut ne pas vous demander de faire une analyse de rentabilité, hein. C'est à vous aussi en tant que business analyst, tout dépend du niveau de seniorité que vous avez, par exemple, de proposer ça quand vous sentez, par exemple, que ça tourne un peu en rond, quand le client peut être un peu coincé. Enfin, vous pouvez aussi proposer ça, en fait. Donc, bref, on fait une analyse de rentabilité sur une solution de stockage, cloud et tout. Donc, quels sont les coûts qu'on a généralement dans de pareilles circonstances? La licence, l'installation, l'hébergement. Ça, on les considère comme des dépenses, des coûts d'investissement, donc CAPEX. Donc, vous voyez bien que sur ce tableau, on a ces dépenses l'année numéro 1, l'année 2, il n'y a rien. Maintenant, on va prendre un abonnement pour cette solution cloud. Il faut former, il faut faire du support aussi en interne pour assurer, pour maintenir cette solution cloud. Un peu de maintenance aussi opérationnelle et bon, éventuellement d'autres coûts. Bon, il n'y en a pas ici. Donc ça, c'est plutôt des coûts d'entretien. Donc ça, c'est l'OPEX. Donc après, vous voyez que l'OPEX, vous pouvez être dans là, typiquement, on est sur une solution où l'OPEX est dégressif. Donc ça, c'est tant mieux. Les sponsors, ils aiment des fois, ils aiment assez souvent ce genre de situation. Après, au niveau des avantages, donc, on considère que voilà, ça va faire des économies sur l'effectif parce que voilà, on a une solution cloud qui est déjà entre guillemets toute faite.
Donc, il n'y a pas besoin de mobiliser des gens en interne pour, par exemple, mettre en place une solution cloud. Donc, ça fait faire des économies. Pas besoin d'équipe projet dédiée et tout. Et les économies sont croissantes, pour le coup. La première année, il n'y a pas du tout d'économie parce que parce qu'il faut quand même quelqu'un qui va se former sur cette solution cloud pour les maintenir. Et après, il n'y a plus besoin d'autant de personnes. La personne, elle aura besoin juste de se mobiliser à 50% de son temps, d'où les économies la deuxième année. Donc, avec cette solution cloud, on n'a plus de risque de perte d'informations. L'avantage du cloud, c'est qu'on peut mettre on peut stocker beaucoup d'informations. Donc, on considère ça aussi comme un avantage. On essaie d'évaluer avec le client ce que ça va revenir en termes d'argent, ce que ça va lui faire gagner comme sous. Et ensuite, on calcule le VAN, la valeur actuelle nette, qui est bénéfice moins les coûts. Première année, VAN est négatif. C'est normal, les coûts sont beaucoup plus forts que les avantages, surtout à cause de la CAPEX. Deuxième année, on commence à rentrer dans un VAN intéressant. Donc, ROI, le ROI aussi est censé être négatif. C'est une coquille ici. Et on voit que le ROI, il est à 121%, ce qui est intéressant. Ça commence à être intéressant. Donc, on peut considérer que la payback période ici, c'est l'année 2. Yolène, je pense qu'il y a Stéphane qui avait une question. Et juste Oui. après, je pense qu'on a une question également dans le chat, mais qui n'est pas relative au CAPEX OPEX. Donc, je propose qu'on interroge Stéphane. Apparemment, c'était sur le tableau que tu viens de présenter. Après, on va voir la question qui est dans le chat. Merci. Alors, top. Je me remets là, sur cet élément. Oui, je crois bien. Oui, Stéphane? oui, Mhm. oui. Juste une question rapide, hein, parce que, bon, ayant passé dans différentes entreprises, tantôt on parle de CAPEX, tantôt on parle d'acquisition. Est-ce que ça fait allusion à la même chose ou c'est deux éléments qui sont différents? Parce que quand je vois, par exemple, installation, la licence, par exemple, dans d'autres environnements, on nomme ça au fait acquisition. Donc, acquisition, par exemple, de ceci, de cela, et puis dans d'autres environnements, on parle de capital. Est-ce que c'est deux éléments qui sont différents? C'est la même chose. Parce OK, que OK. le CAPEX, c'est vraiment, je reviens sur la définition, hein, oh, pardon. C'est vraiment, voilà, capital expenditure, c'est vraiment ce qui est fait au début, en fait, pour acquérir la solution, pour mettre en place la solution. Et l'OPEX, c'est l'entretien. OK, la routine. OK, Exact. Au quotidien, qu'est-ce que ça coûte? Quels sont les coûts qu'on lâche pour maintenir cette solution? parfait. Tout est clair. Est-ce qu'il y avait une autre question? J'ai pas accès je vois pas le chat. Oui, on a une question dans le chat de Hilary qui demande dans une analyse de rentabilité, dans quel ton prévoit-on présenter deux scénarios au client, le bon et le mauvais scénario? Alors, c'est une très bonne question. Merci, Larry. Enfin, toutes les questions sont très bonnes, très intéressantes d'ailleurs. Mais je rebondis sur ça parce que je vais en parler un peu plus bas. Si ça te dérange pas, Hilary, on peut, par exemple, je peux, par exemple, dérouler les slides et ça va peut-être répondre naturellement à ta question. Tu n'y vois pas d'inconvénient. On part là-dessus? On peut y aller, Yolène. Voilà. Si, il y a des questions, elle va sûrement nous revenir dessus. Ok, oui. S'il y a une question résiduelle, même après la présentation, ou si ça ne répond pas totalement à ta question, n'hésite pas. Alors, donc, ensuite, je pars sur un autre exemple, un outil CMS, gestion de contenu. Donc, pareil, on voit un CAPEX, première année, paf, on charge, et puis les années qui suivent, il n'y a plus rien. Ensuite, abonnement, donc voilà, c'est souvent ce qui se passe dans les entreprises, les PME, PMI qui veulent avoir un site et qui veulent pouvoir le maintenir, mais qui n'ont personne pour leur faire ce site, mais ils ont besoin d'un outil de gestion de contenu pour pouvoir mettre à jour leur site assez facilement. Donc, au niveau des abonnements, donc, on est plutôt sur une solution où le support est les coûts d'entretien
Euh, Au niveau de l'abonnement, c'est pareil. La maintenance opérationnelle, c'est pareil. Mais pour le support, l'entreprise a des coûts plutôt croissants. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que plus il y a du contenu, plus voilà, en termes de support, ça va vous coûter cher. Donc, on se rend compte, donc après, ça a les avantages que ça a. Et on se rend compte quand on calcule la valeur actuelle nette que la valeur actuelle nette n'évolue pas beaucoup. Même au bout de 3 ans, on fait pas encore ça ne rapporte pas encore de bénéfices réels à l'entreprise. Et pour ce qui est du ROI, il est encore négatif. Donc là, on est dans un cas où quand même l'outil CMS qu'on veut proposer n'est pas très rentable. Mais bon, c'est quand même important de signaler ça aux décideurs. Après, il choisit un peu, il fait ce qu'il souhaite. Mais au moins, on lui a donné de l'information. Et s'il se posait la question de savoir s'il prend l'outil ou pas, il a les éléments de réponse. Alors, l'analyse de rentabilité. Moi, je propose que c'est bien beau pour aller un peu plus loin, vraiment, parce que j'estime qu'en tant que business analyst, on a quand même ce devoir de rigueur. Pour aller un peu plus loin, je propose qu'on l'optimise, en fait. Quel est l'enjeu? C'est vraiment d'aller plus loin dans pour démontrer la rentabilité ou la non-rentabilité d'une solution. Donc souvent, quand on livre juste un tableau comme ça parle pas toujours aux sponsors ou aux décideurs. Donc, il y a besoin souvent de leur montrer, de comparer les coûts et bénéfices que la solution apporte avec le statu quo. Pour qu'ils voient, parce qu'on est des êtres humains, on a toujours besoin de comparer pour savoir la valeur de quelque chose. Donc, soit on compare avec le statu quo, voilà ce qui se passe en termes de coût avec cette solution, voilà ce qui se passe si tu ne fais rien en termes de coût. Parce que de toutes les façons, même si tu ne fais rien, il va toujours avoir des coûts, tu vas toujours avoir des coûts en fait. On peut aussi la comparer avec une autre solution dont on sait par exemple qu'elle est peut-être un peu moins qualitative, une autre solution du marché dont on sait qu'elle est moins qualitative ou pas. Mais toujours est-il, l'enjeu, c'est de ressortir en fait, de ressortir voilà les arguments qu'on a cités là. Et puis on peut aussi accompagner nos tableaux là d'une évaluation non financière. C'est-à-dire, alors je vais d'abord passer sur l'évaluation non financière parce qu'elle est moins importante. C'est-à-dire en plus du tableau, en plus de montrer que voilà les coûts et bénéfices que la solution t'apporte, ça couvre tes fonctionnalités et tout, ça t'apporte de la sécurité et tout. Donc, une autre façon, voilà, de ressortir un peu de compléter l'analyse financière, de faire des petits tableaux, des petites matrices, un peu comme ceci, sur la base de certains critères comme l'ergonomie de la solution, la sécurité de la solution, ou plutôt le rapport qualité-prix aussi. Donc, soit on compare avec la solution, avec le statu quo, soit avec une autre solution aussi du marché. Alors, donc, comme je disais, pour aller plus loin, pour mettre en avant les chiffres et les coûts, on peut comparer ça avec les chiffres et les coûts que l'entreprise aurait si elle ne fait rien. Si elle ne fait pas l'acquisition de cette solution de stockage de cloud, quels sont les coûts qu'elle aura? Elle n'aura pas de coût d'investissement, mais elle a toujours des coûts pour maintenir la solution qu'elle a actuellement. Et ils ne sont pas négligeables, vu que la solution enfin, n'est pas optimale. Et pas de bénéfice. Et qui dit pas de bénéfice dit pas de valeur actuelle nette, pas de ROI. Ça, quand vous le présentez à un sponsor, ça lui parle directement. On peut aussi se dire, voilà, bon, je reprends les exemples de la dernière fois, hein, que je compare à chaque fois avec le statu quo. On peut aussi faire cette comparaison avec le statu quo lorsqu'on fait une classique analyse de coûts et bénéfices, hein. On se dit, voilà ce qui se passe actuellement au niveau des primes d'assurance, les bénéfices que ça fait, les coûts que ça a. Si tu baisses la vitesse à 80, voilà ce que ça te fait en termes de bénéfices. À 80 km/h, ça va ce que ça te fait en termes de bénéfices.
voilà, les bénéfices augmentent, les coûts baissent, et forcément, bénéfices moins coûts, ça augmente drastiquement. Ça a un côté plus, cette comparaison a un côté plus persuasif. Yolène, on a une main levée de Hilary. Oui, Je oui, sais il arrive. pas, Hilary, vous pouvez Je ouvrir votre micro pour poser votre question. sais pas si c'est écrit ou... Oui, elle avait écrit le poids des critères d'évaluation qualitatif. Ah, j'étais en Comment le mute. définit-on? Ah, je Ouais, reviens Ah, là. d'accord. allô? Allez-y, Oui, allez-y, Ah Hilary. oui, désolé, bonsoir, j'espère qu'on m'entend. Oui, c'est oui. justement sur cette slide-là. Là, vous mettez rapport qualité, coût, sécurité, facilité. La colonne d'après, il y a des poids de critères. Je souhaiterais savoir qui et comment définit ces différents critères. Pourquoi deux à la sécurité et un à la facilité de prise en main, par exemple? Alors, effectivement, ça, c'est un exemple. C'est comment moi, par exemple, j'avais fait ce tableau quand j'étais sur ce projet. C'était sur la base de ce que les différents métiers me disaient, en fait. Je sentais qu'ils étaient moins regardants sur l'ergonomie, très regardants sur la sécurité et sur le rapport qualité-coût que va avoir la solution. Donc, du coup, j'ai fait les choses de façon très basique. J'ai dit, bon, je donne un poids de 1 à l'ergonomie, facilité de prise en main, la sécurité 2 et la qualité 2. C'est des propositions après que j'ai validées avec eux, hein. Plus je faisais enfin, on avait des ateliers hebdomadaires. Je disais, bon, je suis en train de commencer à faire une petite étude de comparaison là. Est-ce que ça vous va si je mets un poids de 1 ici, 2 ici et 2 là? Oui, ils me disaient, oui, 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 c'est bien, ça exprime bien notre vision des choses. Je dis, OK. Et après, à ce niveau, par exemple, si je vais un peu plus loin que ta question, je me dis, bon, on a vu que le cloud, ça couvrait, ça respectait 100% ce critère. Au niveau de la sécurité aussi, on est à 100%. On s'est rendu compte que c'était pas très ergonomique à partir de la maquette qu'on a eue. On va dire que ça, c'est considéré comme étant à 75% ergonomique. C'est pour ça que l'évaluation non financière n'est pas la plus fiable, en fait. Elle est vraiment là à titre de enfin, à titre complémentaire. Donc, c'est sur cette base que j'avais fait ce tableau. Encore, je me suis permis d'être un peu légère ici parce que le gros du travail, c'était là. Mais il n'en demeure pas moins que il peut arriver sur des projets que pour évaluer, en fait, pour benchmarker des options, on soit appelé à faire, on ne soit appelé à faire que ça. Et à ce moment, il faut peut-être être un peu plus rigoureux. Mais là, c'était vraiment, j'avais fait ça vraiment un peu sur la base de l'estimation, en fait, des différents utilisateurs. Yolène, moi j'ai une question. Oui. Est-ce que le benchmarking, notamment par exemple avec le statu quo, on pourrait l'avoir aussi de manière, je dirais, qualitative, parce que, enfin, je dis non en numéraire ou de manière financière, par exemple, mais si le statu quo, par exemple, on voit que ça ne nous permet pas, par exemple, de pouvoir atteindre nos objectifs, comment on pourrait arriver à présenter le benchmark avec un statu quo de manière qualitative? Alors, ça, par exemple, si tu prends cette matrice-ci, tu vois que il y a pas de chiffre. C'est des appréciations assez qualitatives, voire binaires. Tu peux rajouter une option 2 statu quo. Est-ce que l'option 2 nous permet de rentrer dans nos coûts? Le statu quo nous permet de rentrer dans nos coûts? Oui, parce que de toutes les façons, il peut te dire non aussi, hein. C'est une enquête que tu mènes avec les utilisateurs. Ils peuvent te dire non parce que de toutes les façons, les coûts sont exorbitants, les coûts pour maintenir cette solution est exorbitant, donc ça dépasse le budget à l'année. Enfin, le sponsor, il peut te dire ça. Est-ce qu'en termes de sécurité des données, tu es bon? Ça couvre bien? Non, 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 il te dit non, 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 pas du tout, du tout, du tout. Du coup, nos données sont exposées, blablabla, blablabla. Je mets KO. Ergonomie, oui, la solution est ergonomique et tout. Et couverture fonctionnelle, oui, on est OK. Donc, tu peux faire un truc comme ça, en fait, non chiffré avec le statu quo. Je sais pas si ça répond à Ok, ta question. oui, bien sûr, merci. Ok. Ou aussi comme ça aussi.
Là, du coup, c'est moins binaire. Ça te dit dans quelle mesure, euh, par exemple, une solution couvre les fonctions reporting et BI. De plus, ça veut dire, bon, dans 66% des cas, si tu veux. Ça, c'est très intéressant pour, par exemple, des décideurs qui sont pas très, 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 très à l'aise avec des chiffres, en fait. Ok, super, merci beaucoup. Alors, donc, quand vous faites votre analyse de rentabilité, à l'issue, comme je disais, c'est important de faire des recommandations. Donc, si par exemple vous vous rendez compte que voilà, les chiffres montrent que voilà, la solution n'est pas rentable, euh, donc du coup, hein, assurez-vous déjà que vous avez bel et bien démontré par des événements, par des informations convaincantes que la solution n'est pas rentable. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez proposer vu que visiblement cette solution n'est pas rentable? Est-ce que vous avez une autre solution en tête que vous pouvez proposer pour le client, pour lui permettre de rentabiliser ses objectifs, par exemple? À ce moment, si vous proposez une autre solution, il faut faire une petite analyse de rentabilité pour démontrer que cette solution-là n'est pas rentable, mais cette solution-ci, elle va être rentable pour toi. Ou cette solution va être plus rentable pour toi. Vous pouvez aussi, par exemple, proposer des éléments pour améliorer la solution, de la façon à la rendre rentable. OK, cette solution telle qu'elle est n'est pas rentable, mais si tu supprimes, si tu négocies les coûts, par exemple, d'abonnement, tu passes un contrat, par exemple, avec le fournisseur pour sur 5 ans et que tu diminues les OPEX, par exemple, ça devient rentable. Donc voilà, c'est l'enjeu ici quand tu as un scénario où la solution n'est pas rentable. Maintenant, quand la solution est rentable ou partiellement rentable, donc pareil, hein, il faut toujours s'assurer qu'on a bel et bien démontré, qu'on a bel et bien, dans notre tableau est lisible, compréhensible, et que les éléments qui démontrent la rentabilité de la solution sont bel et bien mis en avant. Il faut aussi pouvoir identifier quels sont les points faibles de la solution. Si par exemple on se rend compte que le coût de l'OPEX est assez élevé et que par exemple le sponsor est un peu sensible sur la question de l'OPEX, il veut pas des choses, il veut mettre en place une solution, mais il veut pas avoir à payer de gros coûts d'entretien par an. Voir un peu ce que vous pouvez proposer comme point de contournement pour baisser l'OPEX. Ou même aussi, ça peut être la CAPEX. Il y a des coûts de CAPEX qui peuvent faire fuir des sponsors. Je dis oui, mais elle est super ta solution, elle couvre tous elle couvre tout. Elle va nous permettre de gagner en efficacité, de faire des économies de ceci, cela, mais la CAPEX, c'est énorme et tout. Si vous sentez que ça peut être un frein, vous essayez de voir, de réfléchir à des propositions qui vont permettre de réduire la CAPEX, quitte à proposer une autre solution. Mais le mieux, c'est généralement de rester sur la même solution et d'avoir un peu des propositions d'amélioration. Excusez-moi. Donc là, typiquement, ça peut être quoi? Ça peut être, voilà, la CAPEX, c'est pas rien quand même, c'est 400 000 euros. Donc, on peut proposer, par exemple, de souscrire à une solution sous forme de full abonnement, en fait, ou sous forme d'achat de licence, ou sous forme d'hybride, pour réduire un peu la CAPEX. On peut, par exemple, aussi dire, voilà, on propose une solution cloud de stockage avec un hébergement internalisé ou avec achat d'équipements ou géré chez un hébergeur, en fait, pour réduire un peu l'OPEX. Parce que bon, on voit que c'est dégressif, mais c'est dégressif juste la deuxième année, mais après, ça se stabilise. Une autre chose aussi, ça peut être d'offshoriser, par exemple, proposer d'offshoriser, si c'est possible, un peu la maintenance. Toujours dans ce souci, voilà, d'économiser, d'optimiser un peu les coûts, d'augmenter la rentabilité. Et une autre chose aussi pour convaincre aussi le client, ça peut être aussi d'étaler l'analyse de rentabilité sur même 3 4 ans, voire 5, pour montrer que voilà, avec le temps, les coûts sont vraiment dégressifs.
et les bénéfices augmentent. Donc, vraiment, il y a différentes choses qui peuvent être faites dans cette partie recommandation. Ayez juste en tête que voilà, vous faites votre analyse de rentabilité, vous faites une recommandation, et quand vous faites une recommandation, il y a le côté optimisation aussi de la solution qui peut être bien à proposer. Et aussi, toujours dans cette partie recommandation, parler aussi de la stratégie d'implémentation. Comment vous allez vous y prendre, comment un peu l'équipe projet va s'y prendre pour implémenter cette solution. Pour mettre en place cette solution, quels vont être les livrables qui vont être mis en place, quels vont être les jalons, les macro-jalons, la façon d'évaluer la solution, comment ça va se passer en fait. Bon, ça, je l'ai mis juste à titre d'information parce que j'imagine qu'avec vos profils, si vous faites régulièrement des billets talk, vous êtes assez familier de tout ce qui est implémentation de solutions. Mais c'est bien d'en parler aussi dans l'analyse de rentabilité. Assez brièvement, assez sommairement, de façon très macro, on dit voilà, pour que le client puisse se projeter aussi. Donc, voilà un peu pour l'analyse de rentabilité. Donc, les points clés. On présente l'existant, la cible, les risques, c'est-à-dire les menaces de l'existant, puis on attaque l'analyse de rentabilité en parlant soit en présentant une analyse coût et bénéfice, soit en présentant le ROI, le VAN, valeur actuelle nette, la période payback aussi. C'est important que votre tableau puisse la mettre en avant pour qu'il voie le client à partir de quand ça commence à être rentable. Quoi d'autre? CAPEX, OPEX aussi, très important. Donc, ces critères, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout. Vous pouvez utiliser juste un seul ou l'autre. Tout dépend un peu de l'envergure du projet, de l'envergure de la solution et aussi voilà, des sponsors et chefs de projet, s'ils sont à l'aise avec les chiffres ou pas. Et voilà, la partie voilà, optimisation en fait, de cette analyse de rentabilité. Est-ce qu'il y a des critères qualitatifs qu'on peut rajouter? Est-ce que, par exemple, on peut comparer, est-ce que le fait de comparer la solution avec le statu quo, ça peut aider, ou avec une autre solution aussi, ça peut aider? Donc, l'optimisation et puis les recommandations. La recommandation post-AR, selon que c'est un scénario rentable ou non rentable. Donc, voilà, en résumé. Alors, je vais vous mettre quelques questions et je voudrais que vous me disiez au vu de ce que vous avez compris de l'analyse de rentabilité, est-ce que l'analyse de rentabilité permet de répondre à toutes ces questions ou pas? Et si non, à quelles questions ça ne permet pas de répondre? Est-ce que quand je lis, par exemple, l'analyse de rentabilité que Stéphane a fait, je peux savoir quel est l'objectif du projet, dans quelle mesure la solution soutient les buts et objectifs du projet? En quoi ce projet est plus prioritaire que les autres projets du même programme? Quels seront les indicateurs grâce auxquels l'efficacité de la solution pourra être évaluée? Est-ce que cette solution est moins efficace qu'une autre proposée dans l'étude du projet? Et à quels besoins la solution répond? Alors, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour participer quand même à ce petit exercice. Voilà. Désolé, hein, je me suis levé, je viens de vous répondre. Je sais que c'était trop de choses. Je vois un exercice. Si je peux commencer, Oui, bien moi je sûr. pense que l'analyse de rentabilité répond à toutes les questions sauf à la première et à la dernière. Donc, avec une analyse de rentabilité, on peut déterminer dans quelle mesure la solution soutient le but et les objectifs du projet, en quoi le projet est prioritaire et quels sont les indicateurs également d'efficacité de la solution. Et selon toi, ça permet pas de voir quels sont les objectifs du projet? Non,
Parce que je me dis que l'analyse de rentabilité vient plutôt, j'ai envie de dire, défendre en fait les objectifs, soutenir déjà ce qu'on avait défini initialement. Donc, ça veut dire que quand tu lis une analyse de rentabilité, tu vas voir quels sont les objectifs que le projet essaye d'atteindre, non? Bon, je pense que c'est la première des choses, hein. Hmm. N'oubliez pas, hein, on parle de... Ça doit contenir ton existant, ta cible. Mhm. Tu peux pas parler de cible sans les objectifs du projet. D'accord. Pour moi, c'est tout, hein. Pour moi, l'analyse de rentabilité doit pouvoir répondre à toutes ces questions-là pour qu'elle soit assez pertinente et puisse permettre au décideur de prendre sa décision. Il y a un petit piège, c'est ça en fait. L'analyse de rentabilité, elle est focalisée sur la rentabilité d'une solution par rapport au projet. Donc, on n'a pas les éléments, on n'est pas censé avoir les Ah éléments qui oui. comparent ce projet par rapport aux autres projets, en fait. On a l'existant du projet, la cible du projet, les risques et autres, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas les informations par rapport aux autres projets pour savoir si c'est moins prioritaire ou plus prioritaire que les autres projets, en fait. C'est le petit piège. Hum. Donc voilà, alors avant de conclure, donc quelques facteurs clés du succès d'une analyse de rentabilité de solution. Qu'est-ce qui va vous permettre de faire une bonne analyse de rentabilité de votre solution? Savoir quelle est la valeur recherchée au niveau de la solution. Donc ça passe par savoir quels sont les objectifs du projet, buts à atteindre. Voilà, qu'est-ce qui est création de valeur dans ce contexte pour ce client? Qu'est-ce qu'il considère même comme étant de la valeur? Donc, les solutions qui sont proposées, dont vous analysez la rentabilité, il faut déjà s'assurer qu'elles sont viables. Ça évite de mauvaises surprises par la suite. Et puis, identifier et impliquer les personnes compétentes. Vous avez remarqué que là, par exemple, il arrive, tu poses une question très intéressante. Quel est le poids, par exemple, d'un critère par rapport à un autre? C'est pas au business analyst de définir ça, en fait. Très souvent, dans une analyse de rentabilité, on passe beaucoup de temps à passer le micro aux gens, à récolter des informations. Et ensuite, on les agence ensemble et tout, en fait. On a toute la méthode en tant que business analyst, mais les informations, on va les récupérer chez les autres, en fait. Par exemple, quelle est la valeur attendue, quels sont les objectifs, les bénéfices attendus, qu'est-ce qui est considéré comme étant un critère plus important que l'autre et tout. Tout ça, ce sont les personnes, ce sont les gens, les parties prenantes les sources d'informations clés. Et donc, avantage d'une analyse de rentabilité, comme quelqu'un l'a répété récemment, voilà, qui aide aux décideurs, qui accompagne les décideurs, un outil d'aide à la décision. En fonction des bénéfices et coûts attendus, on peut faire un choix. On peut dire go ou no go pour cette solution. Ou ça peut même aussi permettre d'avoir une vision d'ensemble du projet. Parce que quand on vous met pour un projet, son existence, la cible, les risques, comment on les gère et la solution, on la considère, est-ce qu'elle est rentable ou pas? Et si elle est rentable, comment est-ce qu'on optimise sa rentabilité? On a quand même les piliers de ce projet. Donc, les alternatives pertinentes. Donc, si par exemple on est dans un scénario de non-rentabilité, en tant que business analyst, en proposant des choses, en faisant une recommandation de ce qui est bien, de ce qui peut aider à solutionner, d'une autre solution pour le coût rentable, on a des alternatives pertinentes. Gestion de risque. Identifier les risques potentiels qui menacent la cible pour voir dans quel but c'est de sécuriser la cible. Les gérer pour mieux sécuriser la cible et la valeur attendue. Et puis convaincre de la rentabilité, la non-rentabilité avec des arguments objectifs. Et une bonne analyse de rentabilité permet d'optimiser le projet et d'optimiser aussi de sécuriser les bénéfices, la valeur attendue. Très souvent, on commence des projets avec bénéfices, valeur attendue, et après, à l'arrivée, c'est un autre monde. Donc voilà pour cette analyse de rentabilité.
Je ne sais pas s'il y a des questions résiduelles ou pas. Alors, merci beaucoup, Yolène. Je pense qu'on a pris vraiment du plaisir à pouvoir t'écouter. On n'a même pas vu le temps passer. Oui, Donc, je suis comme tu désolée, j'ai un peu l'as... dépassé le temps. Non, aucun souci. Je pense que les questions adressées étaient vraiment pertinentes. Alors, je vais laisser rapidement, si on a dans l'assemblée des questions qui n'ont pas été adressées, vous voudrez bien prendre la parole et poser votre question. Et je pense que Yolène, pardon, et pourra vous répondre plus en détail. Ben, Bonsoir à moi, tous. Ok, Stéphane, Ah, vas-y. Nadège. Vas-y. Ben, c'est merci, hein, parce que vu que je dois quitter le bureau avant 17 heures là, c'était pour dire merci à Yolande et puis j'ai beaucoup appris. C'est vrai, l'analyse de rentabilité, c'est quelque chose qu'on ne fait généralement dans notre métier, mais rentrer en profondeur, puis avec certains éléments comme au niveau du CAPEX et de l'OPEX, je pense que j'ai beaucoup appris et toute la démarche qui s'en est suivie. Merci à Yolande, hein. Merci. Et Yolène, si tu permets, je vais laisser une toute petite fenêtre à Stéphane, vu qu'il a une contrainte. Ok. En fait, Stéphane doit présenter le billet talk du mois prochain. Donc, je vais lui laisser le temps de rapidement se présenter et puis nous donner un petit teaser sur le thème qui sera abordé le mois prochain. Si tu permets vraiment, et on va revenir juste après avec les questions de notre audience. Stéphane? Ah, ok, d'accord. Yolande, désolé hein, de voler quelques minutes rapidement de ton temps. Voilà, donc je suis Stéphane Guessant, conseiller en planification et contrôle de projet. Je vis au Québec, au Canada. On m'entend? Ok, voilà. Donc, pour juste donner un petit teaser pour le Beer Talk du mois prochain, ça sera axé plus sur l'analyse d'affaires et le contrôleur de projet, un duo gagnant pour la réussite des projets complexes. Donc, on va discuter un peu sur le rôle de ces deux personnes dans l'environnement complexe des projets, avec mon expérience un peu ici au Canada, celui que j'en ai eu en Côte d'Ivoire. Et puis, je pense qu'on va s'échanger là-dessus. Voilà. Merci. Merci Stéphane, merci beaucoup. Et je pense que ça vient justement à point nommé en complément avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, avec le sujet de Yolène. Merci beaucoup Stéphane. Alors, je pense qu'on avait une main levée, Nadège. Bonsoir à tous. Bonsoir, Violette. Merci pour ta participation au billet talk. J'ai pas pu faire la modération pour des contraintes de temps, malheureusement, mais le thème me parlait et pour moi, en fait, j'étais vraiment axée dans ma compréhension, hein. On allait plus parler de l'aspect financier, mais là, tu as parlé de la globalité même, de l'analyse de la rentabilité, et c'est ce que nous, on appelle généralement les business cases. Tu l'as énoncé au début. Donc maintenant, c'est plus clair pour moi, en tout cas, que lorsqu'on parle d'analyse de la rentabilité, c'est pas que l'aspect analyse financière, mais c'est ce qu'on appelle littéralement les business cases où tu soumets en fait le contexte, la solution, les avantages, les risques et tout. Donc, merci Yolène pour cette clarification-là. Avec plaisir. Alors, y aurait-il des questions ou je dirais même des appréciations, hein? Je pense que c'est également le temps de pouvoir donner vos appréciations sur le thème qui a été abordé et surtout décortiqué par Yolène. Donc, je vous prie d'ouvrir votre micro et puis voilà, de pouvoir vous prononcer. Peut-être qu'il y a des éléments par chat. Je ne sais pas si... Euh, oui, j'ai vu tout à l'heure, non, on n'a pas d'éléments. Ok, C'est des remerciements surtout. d'accord. C'est des remerciements.
Session très intéressante de la part de Hilary qui t'écrit. Merci, Yolène. Merci, merci vraiment pour votre participation et vos questions aussi qui ont enrichi l'échange. Donc, je pense qu'on est à la fin. Jean-Philippe, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je pense que non. D'accord. D'accord. Il y a Florentine qui nous a pris en cours et je pense qu'elle va se référer à l'enregistrement qui sera proposé à la fin. Mais je pense clairement que le sujet, comme Nadège l'a dit tout à l'heure, a été abordé dans sa globalité. Je pense que ça précise beaucoup de choses. On a Anifa Savadogo qui nous dit bonsoir, merci beaucoup à vous. Je suis nouvelle dans le domaine en stage et je devais réaliser un business case. Je me posais mille et une questions, mais là, vous m'avez vraiment aidé. Donc, je sais pas si Anifa, tu peux prendre la parole pour exprimer, je dirais peut-être le contexte dans lequel tu avais des problèmes et justement comment l'intervention de Yolène a pu résoudre ta question, si tu veux bien. Anifa, je sais pas si tu m'entends. Ah, malheureusement, il n'arrive pas à activer son micro. Dommage. Bon, en tout cas, merci. On est quand même content d'avoir, Yolène, un témoignage, je dirais, voilà, de ton intervention. Donc, encore une fois, merci. Un message de Aubin. Merci à toute l'équipe pour cette session très enrichie, intéressante, pardon, et riche en connaissances. Voilà. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Merci également à Yolène qui nous a plongé dans l'analyse de la rentabilité et a quand même ressorti, je dirais, la globalité de tous les éléments qui sont importants pour nous en tant que business analyst. Donc, encore une fois, merci Yolène. Donc, Merci si à tu vous. permets, mhm. Oui, excuse-moi. Non, pas de problème. Je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole. Non? D'accord. Donc, si tu permets, je vais partager mon écran pour... D'accord. J'arrête le partage de mon côté. voilà. Donc, pour vous qui avez l'habitude de nous suivre ou pour vous dont c'est la première fois, euh, nous avons l'habitude d'avoir un billet talk chaque mois et c'est les derniers mercredis de chaque mois. Donc, notre prochain billet talk est prévu pour le mercredi 26 juin. Et comme Yolène nous a permis tout à l'heure d'introduire Stéphane Nguessan, donc qui va nous entretenir sur le thème de l'analyse d'affaires et le contrôleur de projet, un duo gagnant, notamment dans un environnement complexe. Voilà. Donc, vous êtes prié de, encore une fois, vous inscrire au lien qui vous sera partagé sous peu sur nos différentes plateformes. Et je vous dis merci encore pour votre attention, votre participation. On a commencé avec pratiquement 13 ou 14 participants et là, je vois qu'on est encore à 10 participants jusqu'à la fin. Bien,
entendu, avec l'heure qui est passée carrément, donc je voudrais vous remercier et remercier encore Yolène pour cette enrichissante session que nous avons eue et lui souhaiter également bon courage dans ses travaux actuels et également dans ses prochaines missions. Merci beaucoup, Yolène. Je ne sais pas si tu as un mot à dire pour clore cette session. Je te laisse le micro. Un seul mot, merci. Merci pour l'organisation en tout cas et pour les échanges. Moi aussi, j'en sors enrichi. Ça avait plaisir, c'était un plaisir de te recevoir. Alors, merci à tous et bonne fin de soirée ou bon après-midi chez d'autres. Merci beaucoup et à très bientôt. À Merci, très au revoir. bientôt. Au revoir.